Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et moi, c'est Simon et je suis philosophe consultant. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler d'intelligence. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que l'intelligence? Bien, c'est une excellente question, Rémi. Déjà, il y a plusieurs formes d'intelligence dont on pourra peut-être reparler un peu plus tard. Mais ce qui me vient en tête directement quand on parle d'intelligence, ce serait le fait d'être capable d'avoir le comportement adéquat dans une situation adéquate. Par exemple, vous tombez dans l'eau, être intelligent serait de retenir votre respiration. Être inintelligent serait de respirer sous l'eau, D'essayer de respirer sous l'eau, ok. d'essayer de respirer sous l'eau. Ok. Ok, donc l'intelligence, c'est quelque chose qui est... Alors, il y a quelque chose d'instinctif quand même, parce que tout le monde va retenir sa respiration. Oui, Non, ouais, peut-être pas les bébés. Peut-être pas oui. les bébés. Ah, quoique, il y a des personnes qui accouchent dans l'eau, du coup, pour justement faire la transition entre le liquide amniotique et un autre liquide, du monde liquide vers le liquide, avant d'être dans le réel. Et les bébés retiennent leur respiration. Il y a des réflexes archaïques, justement, la marche, l'appréhension, des choses comme ça. Donc, en fait, à travers l'intelligence, c'est une capacité à s'adapter facilement à des situations comme, je sais pas, il y a on voit ça dans les mouvements de panique, justement, où il y a des gens par exemple, dans des films, il y a toujours ce truc où, par exemple, la personne se fait poursuivre par une énorme boule, comme dans Indiana Jones. Au lieu de se mettre sur le côté, non, ils vont continuer de courir pour éviter la boule, des trucs comme ça. Et on se dit, putain, mais il est con, enfin, faut juste le faire un pas de côté ou des choses comme ça. Donc là, évidemment, en situation, c'est un peu plus délicat. Mais c'est plutôt ouais, cette capacité à réussir à, comment dire, c'est une forme de survie, en fait. C'est vraiment cette capacité à s'adapter, à avoir le bon comportement dans la bonne situation. Parce qu'on pense souvent que quelqu'un d'intelligent, c'est celui qui sait plein de choses. Mais tu vois, qui gagne, je sais pas, il y a des jeux comme Qui veut prendre sa place ou les 12 coups de midi ou je sais pas quoi, des jeux télé qui sont des jeux de culture générale. Et les gens, ils répondent bien, donc ils gagnent plein de sous, donc ils sont intelligents. Et on peut savoir plein de choses et être complètement con. C'est un peu dit crûment, mais c'est vrai. Ouais, mais ça, du coup, ça veut dire que tu disais qu'il y avait différentes formes d'intelligence. Mm. Là, ce dont tu parles, est-ce que c'est pas l'intelligence émotionnelle et il n'y a pas une autre qui serait plutôt l'intelligence... Alors, il y a l'intelligence logique aussi. Ouais. Il y a l'intelligence ouais, logique cartésienne et puis il y a l'intelligence liée à la culture générale. Est-ce qu'il n'y a pas différentes formes d'intelligence, comme tu Ouais, disais? si, justement, alors je sais plus le nombre, hein. Je pense que ça change selon les recherches qui ont été faites. Mais il y a Daniel Goleman qui a écrit un pavé qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, où justement être capable d'accueillir ses émotions, les reconnaître, savoir précisément ce que l'on ressent, et du coup cette capacité empathique à savoir aussi ce que ressent l'autre, on appelle ça des neurones miroirs. C'est une forme d'intelligence parce que, et on voit ça notamment si on prend l'exemple de personnes qui souffrent du syndrome de l'autiste Asperger, je crois que ça s'appelle comme ça, qui ont du coup une très grande intelligence cartésienne ou logico-mathématique, mais qui des fois ont du mal du coup à accueillir leurs émotions et à comprendre quelles sont les émotions que les gens... je vais prendre un exemple trivial, mais dans Sheldon Cooper, dans Big Bang Theory, Hmm. je sais pas si tu regardes cette série ou si tu connais un petit peu, mais Je connais vite fait. il a deux doctorats en astrophysique ou des choses comme ça, mais il est incapable de comprendre les codes, on va dire, de la société. Genre comment aborder une fille, qu'est-ce qu'une fête entre amis, ou par exemple, il y a une scène un peu très drôle où il va dans le cinéma et il cherche la meilleure place. Et du coup, il va tester l'acoustique de chaque place. Donc, il se met sur une place, il fait Ah! Ah non, et il change de place. Et alors, il y a tout le monde autour qui peut regarder ce qu'il fait. Donc il y a cette intelligence-là, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence logico-mathématique. Et il y en a sûrement d'autres, hein, mais je ne les connais pas toutes. Mais en tout cas, chacune d'entre elles ont ce point commun qui est de réussir à s'adapter
à avoir le bon comportement dans une bonne situation. Hmm. Et j'ai l'impression qu'on a différents termes pour désigner l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cartésienne. Et en général, quand on dit, ouais, c'est un mec, il est hyper intelligent, soit c'est quelqu'un qui a la bosse des maths et le gars, il peut te résoudre une Mhm. équation à 10 à 10 inconnus en 2 secondes, Ouais. soit c'est un gars qui, c'est une encyclopédie sur pattes. Mhm. Mais c'est rarement quelqu'un qui a cette intelligence sociale, Mhm. qui sait fédérer des troupes, Ouais. qui sait être leader dans l'âme. Mhm. Lui, il a une forme d'intelligence, mais en général, on dit plutôt, ouais, bah lui, c'est un leader, ou lui, Ouais. c'est un meneur, c'est un Mhm. meneur d'hommes, ou lui, c'est un, ouais, c'est un. En fait, on a d'autres termes. Et quelqu'un qui a plutôt une intelligence sociale, on va peut-être plus dire, on va pas dire il est intelligent socialement, on va Mhm. peut-être plus Ouais. dire, ah bah le gars, il sait s'intégrer, ah, il passe partout, ah, il a une grosse empathie. Et du coup, est-ce que l'intelligence n'est pas, en termes en termes de mots, Mhm. ça n'est pas déjà biaisé et on utilise d'autres termes pour désigner d'autres formes d'intelligence? Je pense que oui, c'est un mot polysémique, je crois qu'on dit ça comme ça, qui a plusieurs sens. Et je pense que c'est aussi dû à une méconnaissance aussi de nous-mêmes par rapport au langage. Tu vois, si on prend jamais, comment dire, il y a le langage, on va dire, le jargon scientifique, ou le langage orthodoxe, et ce qui est utilisé socialement. Tu vois, par exemple, personne ne dit oh, j'ai sorti mon lupus familiaris, et en fait le mot latin pour dire chien. Bon. Et personne dit ça. Du coup, est-ce que c'est déjà biaisé? Je suis pas sûr, parce que finalement, on parle juste de la même chose, c'est juste qu'on emploie un langage différent. Et je pense que ça peut être une forme d'intelligence de réussir à désigner quelque chose par un autre mot. Un petit peu, il y avait des expériences aussi, des gens qui se demandaient, justement, en philo, je sais plus son nom, mais ils prenaient le cas de Superman. Est-ce que si je parle de Clark Kent ou si je parle de Superman, je parle de la même chose? Hmm. Il y a des gens qui ont passé des thèses et des thèses à essayer de se poser ce genre de questions, et heureusement que ça existe. Mais c'est pour ça que je pense pas que ce soit vraiment un mal. Je pense que le problème est plutôt ce qui est mis en avant dans la société. Et généralement, ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'intelligence logico-mathématique. On va plutôt, comment dire, honorer un ingénieur parce qu'il fait bien son boulot, et tant mieux, plutôt que, je sais pas moi, le président d'une association. Hmm. Alors qu'il faut quand même réussir à avoir cette forme d'intelligence, et ce charisme et cette foi qu'il y a pour fédérer des personnes à agir dans un but non lucratif. Hmm. Ouais, ok. Ouais, donc il y a différentes formes d'intelligence. Comment savoir dans quoi nous on est intelligent? Et Bah, alors, une question d'avance, c'est même, est-ce que l'intelligence, en quoi l'intelligence est utile? mhm. Bah, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, personne n'est complètement con. Si, c'est juste que c'est pas la bonne intelligence au bon moment. Mais en fait, alors, en quoi c'est utile, c'est ça? Ouais. Bah, je pense que c'est utile déjà pour une question de survie. Il y a une forme de sagesse ancestrale. Je pense qu'on remercie pas assez les gens qui se sont trompés ou qui sont morts pour nous. Dans le fait, je sais pas, j'imagine la première personne qui voulait manger des moules ou des huîtres. J'imagine qu'elle a dû commencer. Il y a bien quelqu'un qui a dû manger avec la coquille et qui s'est fait une hémorragie interne et que les gens disent non, il faut manger peut-être l'intérieur et pas juste la coquille. Donc il y a cette nécessité, on va dire, presque biologique, je pense, qui est peut-être un peu darwinienne pour la survie de l'espèce. Si on était vraiment complètement stupide, je pense qu'on ne serait pas là. Notre espèce serait éteinte depuis longtemps. Donc il y a déjà ça. Après, comment savoir dans quelle est En fait, c'est un peu quelle est notre zone de génie. Je pense que ça, c'est empirique, ça s'expérimente. Je pense qu'il faut, on parle souvent dans nos épisodes de Spinoza et de la balance joie-tristesse, c'est-à-dire des suites d'actions
qui qui augmentent notre puissance d'exister, en gros dans lequel on serait dans un état de flow où c'est facile pour nous, et des actions menées par par la tristesse, c'est-à-dire un amoindrissement de notre puissance d'exister, donc une diminution, du coup, et qui, du coup, nous recroqueville sur notre être et nous rend moins performants, et du coup, on est moins dans le flow, on s'ennuie peut-être beaucoup. C'est dans ces moments-là où on va voir, par exemple, qu'un expert comptable va penser que sa journée de boulot dure 3 jours, mais dès l'instant où il va se mettre à faire de l'aquarelle, par exemple, il va pas voir le temps passer et ça va être facile pour lui, et puis il va kiffer vachement plus qu'être derrière son écran. Hmm. Ouais. Ouais, donc au niveau de l'intelligence, il faut qu'on détermine notre zone de génie. Et est-ce qu'il vaut mieux être intelligent à l'extrême sur un type ou est-ce qu'il vaut mieux être moyen dans tous les types d'intelligence? Parce que tu vois, je me dis un génie incompris qui ne sait pas se faire entendre, qui ne sait pas affirmer en tout cas, convaincre les gens, qui sait pas gérer ses émotions. Ça va être compliqué quand même pour lui. Mais en Ouais. même temps, le gars, il a quelque chose que personne d'autre n'a et donc il est capable de réaliser des choses que personne n'est capable de réaliser. Mhm. Et en même temps, une personne qui va être à peu près moyenne à tous les niveaux, ça va pas être Einstein, mais en même temps, il sait quand même faire ses comptes pour Mhm. comprendre s'il est à découvert ou pas. Ouais. Ça va pas être le gros meneur de groupe, mais en même temps, il est quand même pote avec tout le monde. Bah, c'est quelle situation qui permet d'être heureux et est-ce qu'il y a une situation qui est préférable à une autre? Mhm. Ça, c'est presque une question marketing. C'est ce qu'il faut se nicher à fond ou être un peu généraliste. Euh, Moi, de plus en plus, j'aurais tendance, d'un point de vue vraiment pragmatique, à préférer être un peu bon partout, tout en sachant pertinemment qu'en fait, on sera jamais bon partout. Ce sera toujours des domaines qui regroupent comme un spectre lumineux, tu vois. Et tu vas plutôt être dans une nuance un camailleux de bleu que dans tout l'arc-en-ciel. Là où le génie serait juste le bleu cyan, par exemple, et uniquement ce truc-ci. Et du coup, j'aurais tendance à être, pour des raisons vraiment pratiques, ou pour pouvoir se débrouiller et être autonome dans la vie, il vaut mieux être un peu bon partout. Et toujours, en tout cas, partout dans un domaine. C'est-à-dire que tu vois, si on prend le cas de la niche, tu as des gens qui vont être, je sais pas, un éducateur canin spécialisé dans le cavalier Kingshare âgé de plus de 10 ans. Bon, là, c'est sûr, ce serait l'équivalent d'Einstein spécialisé dans la relativité générale et restreinte. Par contre, tu peux très bien être un éducateur canin spécialisé dans une certaine méthode d'éducation canine. Et dans ce cas-là, tu es quand même dans une zone de génie, à savoir les chiens. Et t'es pas non plus hyper généraliste parce que tu fais pas à la fois éducateur canin et marchand de gaufres. Du coup, c'est pour ça quand et je pense que c'est un faux problème de vouloir être spécialiste de une seule chose parce qu'on est rarement mono tâche, une tâche à la fois, certes, mais dans notre vie, on fait beaucoup trop de trucs. Et d'autant plus que, admettons que si le génie incompris, il a peut-être l'intelligence de faire appel à quelqu'un pour traduire un petit peu ses idées. Hmm. Et du coup, t'es pas obligé d'être un génie incompris seul, tu peux être un génie compris par une seule personne dont le boulot, ce sera de te faire comprendre par tout le monde. Ouais, comme Steve Jobs, par exemple, lui, Ouais. il était un peu visionnaire, mais Mm, il mm. s'est entouré de personnes pour pouvoir créer des produits Ouais. ouais, Et qui ça, arrivaient. ça demande un petit peu d'intelligence sociale, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais, une d'accord. question d'ego aussi. Et soit Ouais, on ok. dit que c'est les autres qui ne nous comprennent pas parce qu'ils sont bêtes, soit c'est nous qui ne nous adaptons pas suffisamment. Hmm. Bon, c'est un peu mon cas. Moi, je me suis quand même niché sur le domaine de l'aquarelle, hein. Mhm. Je fais Ouais. que de l'aquarelle. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est un monde j'ai découvert que 5% de ce qui existe, hein. Mhm. Ouais. Mais parce que t'es pas dans.
Tu sais, c'est pas spécialisé dans l'aquarelle de 1784 à Ouais, 1805 avec un pinceau uniquement en poil de sanglier dans une technique de méandre, je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens spécialisés là-dedans. ouais, J'avais lu qu'en philo, par exemple, il y a des gens qui sont spécialistes ce qu'on appelle les présocratiques, donc avant Socrate, ce qui est bizarre parce que des fois ils sont contemporains de Socrate, mais on dit que c'est quand même des présocratiques. Notamment le Cycle, dont il reste quasiment rien, à part des fragments de pensée dits par d'autres philosophes, et qui genre ont passé 8 ans sur une phrase pour savoir qu'est-ce qu'il voulait nous dire à partir de cette phrase-ci, genre qu'est-ce que Parménide veut nous dire quand il dit l'être est et le non-être n'est pas. hmm, Et du coup, là, c'est pour le coup, tu peux être spécialiste de spécialiste, etc., etc. Et je pense que c'est utile à la société qui en est, de la même manière que c'est très utile qu'il y ait des restaurants qui fassent uniquement un type de plat ou quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, je pense que l'être humain et notre cerveau est trop complexe pour pouvoir se spécialiser uniquement dans quelque chose. Je pense qu'on a besoin aussi de passions autres que notre domaine, etc. hmm. Alors, si l'intelligence est utile et que on est plutôt bon dans un domaine et peut-être un peu moins bon dans un domaine d'intelligence, comment progresser, comment améliorer notre intelligence dans un domaine? Mhm. Ben, là, le truc, c'est qu'il est plus facile d'augmenter ses forces que combler ses faiblesses. Donc, je pense que le plus sage, ce serait déjà de se rendre compte de quelles sont les difficultés dans lesquelles nous sommes en étant intelligent dans un domaine et pas un autre. Tu vois, est-ce que c'est vraiment un problème, par exemple, de quelqu'un qui est hyper à l'aise en société parce qu'il a une intelligence émotionnelle et sociale cool et qui n'est pas très bon en logico-mathématiques? Est-ce que ça va vraiment lui poser problème de ne pas être capable de faire un test de QI ou de résoudre les énigmes du professeur Layton? Ça dépend. Ça dépend s'il y a une souffrance, surtout. S'il y en a une, ce qui est le plus simple, je trouve que c'est la pratique délibérée, où justement on va se mettre à essayer de résoudre des problèmes progressivement, de petit à petit, Hmm, je sais pas, des énigmes, genre Pierre a 3 cailloux, Jean-Claude en a deux, il en donne deux à Pierre, combien lui reste-t-il? Enfin, les problèmes de maths qu'on avait en primaire, pour ensuite progresser, progresser et progresser. hmm. Ouais, donc c'est la pratique sans attente d'un résultat particulier. Mhm. C'est ça. Même si je pense que quelqu'un qui a une baisse, enfin un mauvais niveau, on va dire, logico-mathématique, malgré tous les efforts, je ne suis pas convaincu qu'il pourra devenir un génie en maths. Donc si on prend les trois domaines sur la partie logique, c'est bah, ouais, faire les énigmes du professeur Layton, c'est s'amuser, quoi. Si Mhm. c'est sur la partie intelligence sociale, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire aller dans des endroits où on peut être facilement en contact avec les gens et puis pas s'attendre à ce que les autres soient potes avec nous, mais plutôt prendre du plaisir à parler aux gens, c'est ça? Bah, ça pourrait être ça. Après, toujours la question de savoir c'est s'il y a une souffrance, en fait. Ça sert à rien d'obliger les gens à vouloir avoir une intelligence sociale s'il n'y a aucune souffrance ressentie de leur part. Mais par contre, ça peut être utile de se familiariser avec autrui parce que on peut pas faire sans les gens. Vivre, c'est dépendre, disait Alain. À un moment, tu vas forcément faire tes courses, être avec des gens, un repas de Noël ou une fête entre amis. Le but, c'est de pas se priver. Donc après, ce qui peut être utile, c'est juste d'être au contact de gens un peu comme soi. Tu vois, quelqu'un qui serait un peu introverti, il va peut-être mieux s'entendre avec quelqu'un qui est lui-même introverti et devenir amis comme ça, et ils vont apprécier leur bizarrerie mutuelle aux yeux des autres. Hmm. Tu vois, Ouais, genre, ok. les fameux groupes je sais pas, genre, moi je fais du jeu de rôle grandeur nature, et ben c'est un peu bizarre socialement, parce que c'est des gens qui ont ce costume et puis on se tape dessus avec des épées en mousse. Mais quand on est entre nous, bah on est entre nous, on est entre gens bizarres. Bah, c'est comme les élèves que j'accompagne en fait, hein. Ouais. Ils sont liés par l'aquarelle Mhm. et ils s'entendent, enfin globalement, tout le monde s'entend bien parce Ouais, que bah ouais.
on a un objectif commun. C'est la même osmose, et du coup, Ouais, entre gens, on va dire, bizarres d'un point de vue de la globalité sociale, bah, finalement, il n'y a aucune bizarrerie. ouais. En fait, c'est au-delà de l'activité en elle-même, j'ai plus l'impression que ce sont les valeurs communes qui vont Mhm. faire que le groupe va bien s'entendre. Oui. Et là, le retour que j'ai le plus de mes élèves, c'est bah ouais, mais en fait, dans ton école, c'est cool, quoi. On se prend pas trop la tête, on se prend pas Mhm. trop au sérieux. Et moi, quand j'allais dans des cours dans ma ville, bah, il y avait des gens, ils se permettaient de dire, ben non, mais ça, faut pas que tu fasses comme ça. Et le prof, il passait juste derrière, il disait l'inverse. Ouais. Il y en a, en fait, ils étaient juste là pour se mettre en avant. Mhm. Et je pense qu'il y a des groupes dans lesquels ce genre de personnes peut s'épanouir, des gens qui Oui. veulent se mettre en avant, où on est plus dans une bataille d'ego, des trucs de compétition. Bah là, ces gens-là, Mhm. ils vont y trouver leur compte. Oui, Mais carrément. clairement pas dans mon école. Mhm. Donc, il y a aussi une grande notion de valeur autour de, pour pouvoir développer son intelligence sociale, s'entourer des personnes comme nous. Mais en fait, comme nous, ça veut dire qu'ils partagent potentiellement les mêmes activités, mais surtout les mêmes valeurs. Mhm. Oui, carrément. C'est ce qui permet de faire société, justement. Hmm. Et c'est en ça que c'est important, même d'un point de vue vraiment social, du point de vue collectif, qu'il y ait des valeurs communes, une direction commune pour justement rassembler des personnes autour de ce but-là. Hmm. Et en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, alors, être intelligent émotionnellement, ça veut dire savoir gérer ses émotions? Ça se résumerait à ça? Ouais, c'est savoir identifier déjà ce qu'on ressent, réussir à le nommer, parce que tu vois, on peut dire, ah, mais je suis en colère, ok, d'accord. Mais en même temps, c'est parce que je ressens un peu d'injustice, ok, d'accord. Mais un petit peu de tristesse, d'accord, ok. Mais qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Pourquoi tu ressens ça comme ça, etc., etc. Pour pas juste dire je suis en colère, point. Parce que ça, ok, on énonce un fait, ce qui est déjà bien, mais ça permet pas de l'accueillir, parce que si on n'arrive pas à accueillir cette émotion, elle va rester coincée ici, et du coup, il y aura des non-dits, de la frustration qui va s'emmagasiner, des nœuds, du stress, des tensions, et un jour, on va se lever et se dire, putain, j'ai un limbago. Ah oui, tu crois pas que ce serait par rapport à la colère que tu as eue pendant une semaine? Ah non, non, pas du tout. Alors qu'en fait, si, complètement. Donc c'est déjà ça pour soi, Et, mais et comment également, comment tu arrives à identifier? Si aujourd'hui tu te laisses un peu submerger par tes trucs, par tes émotions, comment tu arrives à identifier, euh, comment tu arrives à les identifier, à sortir de ce cercle vicieux où tu t'es pris dans le quotidien, t'en as marre, t'es fatigué, et là quelqu'un te dit, bon, bah, en fait, tu as juste besoin d'identifier, bah ouais, mais comment je fais, quoi? mhm. Bah, déjà, c'est être attentif à ce qu'on ressent. Euh, Ensuite, c'est arrêter de dire que c'est les autres qui provoquent nos émotions. Ils peuvent être le stimulus, mais ça reste nous-mêmes. C'est une réaction corporelle, c'est notre corps qui nous met face à une émotion. Si on prend, tu vois, en voiture, il y a quelqu'un qui klaxonne, une personne va dire ah, connard, etc. Et l'autre va dire ah, bah d'accord, il klaxonne, tant pis, je m'en fous. Et donc, la personne qui va dire ah, connard et tout, va penser que c'est l'autre qui va accuser l'autre de sa colère à lui. Donc déjà là, c'est un mauvais point de départ parce que ça ne permet pas d'être responsable de ses émotions. Hmm. Et donc l'idée, c'est déjà être attentif au fait qu'on ressente des choses, soit de la colère, de la joie ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a ça, tout dépend du contexte évidemment, si on est en train de rouler, on ne va pas commencer à se demander mais pourquoi je ressens ça, etc. On va rester attentif à la route quand même. Mais c'est réussir à se demander bah, pourquoi, quelle est l'origine de cette colère. Est-ce que c'est vraiment ce stimulus, par exemple, quelqu'un qui a klaxonné? Pourquoi est-ce que je ressens ça comme ça? Est-ce que c'est réellement de la colère que je ressens? C'est vraiment presque des questions à se poser. Il y a un exercice que je propose à mes clients qui est l'exercice des 7 pourquoi. Des fois c'est 5, des fois c'est 12. Mais c'est vraiment, tiens, je ressens ça, pourquoi? Donc, avec mes tensions, on prend le cas de la colère. Tiens, je ressens de la colère. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a klaxonné. Ok, mais pourquoi est-ce que le fait qu'il ait klaxonné me provoque de la colère? Bah parce que j'ai l'impression qu'il me manque de respect. Ah d'accord, et pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque de respect? Bah parce que on devrait avoir tous le droit de rouler, respecter le code de la route. Moi, je m'efforce à respecter le code de la route, alors c'est injuste que les autres ne respectent pas. Ah d'accord, et pourquoi tu dis que tu as l'impression que c'est injuste? Bah parce que dans ce cas, ça veut dire que je suis moins libre qu'eux, parce que moi, je me plie au code, etc. Enfin,
Et après, tu reviens à dire, ah, de toute façon, c'est parce que mes parents. Hmm. Ouais, en fait, c'est une grosse pelote qu'il faut décortiquer. Mhm. Et à partir, faut tirer le fil petit à petit. Et là, on arrive à retrouver la racine. C'est Et plus ça. on arrive à le faire, plus on est intelligent émotionnellement. Bah, en tout cas, par rapport à soi, et ça permet d'avoir vraiment réussir progressivement à être dans une honnêteté radicale avec soi-même. C'est-à-dire accepter que même des fois, je sais pas, les gens qu'on apprécie on peut les haïr pendant 1 heure, tu vois. Ça n'empêche pas de les aimer globalement. Hmm. Moi, je sais pas si je prends hier, mon chat, je sais pas pourquoi, je regardais la télé et d'un coup, il a commencé à me sauter dessus, à me lacérer le bras sans raison. Bah, j'ai beau aimer mon chat, j'ai voulu le tuer pendant quelques minutes. Mais il faut être capable c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit être toujours en amour inconditionnel envers lui. J'adore mon chat, j'ai pas envie de le tuer, évidemment. Mais ça n'empêche pas d'être capable de dire, purée, j'ai été en colère contre mon chat parce que ça m'a brisé ma routine, parce que j'ai eu peur, j'ai eu envie de le tuer. Je me suis dit, pendant un moment, j'ai même ressenti l'idée, ouais, mais il a 10 ans, et est-ce que je serais triste s'il disparaissait? Vraiment, dans ce moment-là, pas du tout, etc., etc. Et après, du coup, toute cette colère passe, on passe pour un fou ou par un psychopathe pendant 10 minutes, hein. C'est ça c'est pas grave en soi, enfin, je trouve pas. Mais après, tu arrives à être une honnêteté radicale comme ça. Hmm. Ouais, donc on a à peu près des pistes pour améliorer l'intelligence de chacun de ces trois domaines. Et du coup, je me posais la question, les grands philosophes, Kant, Nietzsche, Mhm, est-ce que ces gens-là, est-ce que ils sont liés à une forme d'intelligence? Parce que je vois, c'est peut-être un mix, mais le fait que ce soit des grands penseurs mhm, et qu'ils aient réussi à énoncer, verbaliser des notions, des grandes idées qui aujourd'hui sont encore d'actualité et qui le seront encore dans les prochaines mhm. années. Ça vient d'où ça? Mhm. Bah, C'est pas de tu la vois, logique, ça. chez Kant, un peu, parce que c'est très, très rigoureux. Chez Nietzsche, beaucoup moins, mais je pense que c'est une intelligence plus langagière. Savoir, tu vois, désigner précisément ce que quelque chose veut dire, quoi. Ça va être la... Si on fait un parallèle avec le vin, un œnologue, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va goûter du vin, il va pas juste te dire il est bon. Il va te dire on sent une touche de noisette en arrière-bouche. Et puis il va te dire ça, et tu vas le goûter. Et pour le peu que tu as un peu un palais développé, pareil, je pense qu'il y a une éducation au vin, et tu vas te dire purée, c'est vrai. C'est vrai que je sens une goutte de noisette en arrière-bouche. Et pour ça, je pense que c'est plus une intelligence langagière, un peu comme un poète, qui va réussir à désigner les choses du réel que les quidam que nous sommes pas capables. C'est ce qui va faire en sorte que, et même on voit ça presque en copywriting, hein, quand tu écris une page ou un mail de vente et que les gens disent, tiens, j'ai l'impression que tu as écrit ça pour moi, en mettant vraiment les mots que la personne devrait utiliser, je pense que ça allie ouais, cette intelligence langagière pour avoir la subtilité des mots. Euh, Tu vois, quand il distingue l'impératif catégorique et l'impératif hypothétique, l'impératif hypothétique, c'est par exemple, ben, je roule à 130 sur autoroute parce que c'est interdit de rouler au-dessus. Bon. Intelligence, impératif hypothétique, agir conformément au devoir. Là où l'impératif catégorique, c'est le tu dois parce que tu dois. Ouais, il y a un enfant qui va se faire renverser par une voiture parce qu'il est occupé de faire sur la route, comme ça, tu vas te choper, quitte à te mettre en danger et tu sais pas pourquoi. Mais tu le fais parce que tu le fais. C'est un impératif catégorique. Bah, je pense que ça, c'est une forme pour réussir à, comment dire, aller dans cette nuance-là de la morale, c'est une intelligence plus langagière et peut-être aussi émotionnelle. Hmm.
Et aussi le fait de réfléchir non-stop au même sujet. Bah là, pour le coup, ouais, c'est une pratique délibérée de la réflexion autour de la morale chez Kant, même s'il écrit sur bien d'autres choses, du surhomme chez Nietzsche, de la vie en général chez Nietzsche. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, je vois. Bah, c'est comme à l'aquarelle, en fait, hein. La pratique Mhm. délibérée à l'aquarelle, c'est Ouais. là où tu as les résultats qui sont Mhm. magnifiques. Mais même le podcast qu'on a, on n'enregistre rien, on a juste le sujet. C'est une pratique délibérée de la réflexion. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, est-ce que ça développe une forme d'expertise ou ça développe juste une forme ou est-ce que ça développe aussi une forme d'intelligence? Je sais pas. Je pense que quand on aura fait 1000 épisodes, on aura la réponse. Ouais, j'ai toujours l'impression d'être aussi con, hein. Pas l'impression d'avoir appris grand-chose, hein. Non, mais c'est Non, vrai qu'à chaque épisode, il y a un petit truc qui en ressort et, Mhm. et qui me permet d'ajuster les décisions que je peux prendre dans ma vie. Mhm. Donc ça, c'est Ouais. super intéressant. Bah, moi, je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à créer du contenu en faisant ça. Parce que du coup, comme il n'y a rien de préparé, c'est vraiment des fils qui se dénouent dans mon cerveau et des idées qui jaillissent. Et ça me donne des idées pour créer des choses ou autre. Hmm, Et ça me fait réviser surtout. ouais. Est-ce que l'intelligence est dissociée de la créativité ou c'est la même chose? Ou est-ce que la créativité est une forme d'intelligence? Je pense que, je pense que c'est quand même une forme d'intelligence parce que, tu vois, on pense toujours à la créativité artistique, mais pour admettons, je sais pas, tu fais un escape game, il faut une forme d'intelligence créative pour réussir à déchiffrer les codes, trouver une sortie, être curieux pour savoir s'il n'y a pas une porte dérobée ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, donc en fait, la créativité est une conséquence de l'intelligence. Ah, la créativité est une... Ouais, je pense en tout cas. Comme tu sais raisonner de manière logique, tu peux limite inventer des problèmes de maths pour des personnes qui sont à Mhm. un niveau inférieur au tien, par exemple. Ouais. Mhm. Et là, pour le coup, tu es créatif, mais parce que tu as une bonne logique Ouais. et tu as une capacité aussi à déconstruire les choses. Mhm. De Hmm. la même manière que quelqu'un qui aurait une grande intelligence émotionnelle va peut-être être plus capable de créer des personnages pour un roman, une pièce de théâtre ou des choses comme ça. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est super intéressant. Mais après, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un lien direct entre l'intelligence et le bonheur? Parce qu'après, on dit parfois, je me demande si les gens qui se posent moins de questions que moi sont pas plus heureux. Oui, bah ouais, on dit heureux les simples d'esprit, mais ce qui est sûr, c'est que plus on gagne, on va dire, en intellect, en culture, tu vois, en se cultivant, en se posant des questions, plus on arrive un petit peu à démystifier le réel, et se dire que, je sais pas, il y a rien après la mort ou des choses comme ça. Donc je pense que ça ouvre un peu le voile d'ignorance sur la condition humaine, et donc il y a un côté un peu tragique à ça. Mais je pense que ça permet également de se rendre compte de toute l'interconnectivité qu'il y a dans l'univers, de cette beauté qu'il y a on a quand même, qu'il existe sur cette planète en tout cas, une espèce qui est l'humain, qui est capable de se rendre compte de l'immensité de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a une forme de magie aussi là-dedans. Et donc, Hmm, s'il y a, comment dire, une connaissance du monde, une connaissance de soi, qui serait du coup une forme d'intelligence, ça permet de réussir à vivre dans la nature, selon sa nature, et donc, je pense, d'être plus heureux qu'aller à l'encontre de soi-même. hmm, C'est pas un bonheur perpétuel, l'extasie, enfin l'extase plutôt, de plaisir, etc. C'est plus une forme de joie, de sagesse et de quiétude. hmm. Bah, c'est cool, je pense qu'on peut s'arrêter là du coup. Mhm. Carrément, ouais. Bah écoutez, si cet épisode vous a plu, sachez que cet épisode est également disponible sur toutes les plateformes de podcast et merci à vous. Salut.